Bonsoir, merci de nous rejoindre au sommaire de l'Africa Newsroom. La réélection du président Uhuru Kenyatta, toujours aussi contestée au Kenya. Le camp de Raila Odinga n'en démord pas. Le chef de l'opposition demande la formation d'un gouvernement provisoire de transition qui aura pour mission d'organiser une nouvelle élection présidentielle. Plus de 23 milliards de dollars, c'est le budget présenté ce mardi au Parlement nigérian par le président Muhammadu Buhari. Un budget record. Cette hausse vise à consolider les réalisations des budgets précédents et à faciliter la reprise économique. C'est ce que déclare le chef de l'État. Et dans la dernière partie de cette émission, gros plan sur la journée africaine de l'information célébrée ce 7 novembre. Le journalisme à l'ère du numérique, c'était la thématique et nous en discuterons justement avec nos invités qui sont ce soir. Monsieur Jean-Maurice Bamare-Krung, vous êtes secrétaire général des associations des Tchadiens d'Île-de-France. Bonsoir. Bonsoir Zara. Sur ce plateau également Ramayad, vous êtes notre toute nouvelle éditorialiste. Bonsoir. Et sur ce plateau également Malika Cher, éditorialiste de longue date pour Africa 24. Bonsoir Malik. Bonsoir Zara, un plaisir d'être avec vous. Commençons par l'actualité politique. Au Kenya, la crise s'enlise autour de la réélection du président Uhuru Kenyatta. Victoire que le leader de l'opposition, Raila Odinga, ne reconnaît toujours pas. Raila Odinga qui est dans une véritable offensive politique avec cette volonté de créer une assemblée du peuple et un gouvernement intérimaire en vue d'organiser un nouveau scrutin présidentiel. C'est un sujet d'Idlet Mirabel Bissou. On se retrouve juste après pour en parler. C'est ce mercredi 8 novembre 2017 que le chef de l'opposition kenyane a lancé un appel pour la formation d'un gouvernement intérimaire qui va superviser le scrutin de 2018. En fait, le principal opposant du Kenya précise que le gouvernement provisoire de transition va avoir pour mission la supervision du processus électoral avant la présidentielle. L'ancien candidat à la présidentielle propose un gouvernement intérimaire composé de représentants du parti au pouvoir et de la Super Alliance nationale de l'opposition. Une nouvelle institution qui, selon lui, sera crédible pour des élections transparentes. Nous pensons qu'il faudra peut-être 6 mois pour réaliser tous les changements dont nous avons besoin dans ce pays, afin que nous puissions avoir des élections justes et libres. 6 mois de transition, c'est le temps demandé par l'opposant Raila Odinga pour permettre au nouveau gouvernement de mener des réformes électorales que son parti exige avant les prochaines élections. Ça traduit d'abord le manque de confiance que Raila Odinga a vis-à-vis des institutions qui incarnent, en tout cas des institutions qui sont chargées de conduire le processus électoral kenyan jusqu'à terme. Donc ça c'est une première chose. Et puis deuxième chose, c'est que ça traduit une volonté de sa part de faire ce qu'on appelle reculer pour mieux sauter. Donc forcément, ça va prendre du temps pour mettre en place un gouvernement d'union nationale. Ça nécessite au préalable des consultations internes, que ce soit au niveau des partis politiques, mais aussi au niveau de la société civile. Rappelons que l'opposant Raila Odinga a boycotté l'élection présidentielle du 26 octobre 2017 après que la Cour suprême du pays a annulé les résultats du précédent scrutin tenu en août. Son absence a donné de l'avantage au président Uhuru Kenyatta, lui permettant de remporter la victoire avec 98,2% de suffrages. Alors, une assemblée du peuple, un gouvernement intérimaire, est-ce que la NASA, la coalition de l'opposition, est en train d'instaurer une sorte de pouvoir parallèle? Ramayad. La situation est d'une grande confusion parce que ça fait maintenant des mois que l'élection présidentielle se joue, suspendant le Kenya et les Kenyans à une grande incertitude. L'économie est déjà très affectée par la situation. Je rappelle quand même que le Kenya est un des pays en termes économiques les plus dynamiques sur le continent africain. Donc nous allons arriver là, je pense, dans une période qui va être de moins en moins tenable. Et ce qui est très compliqué sur le plan politique, c'est qu'il va être très difficile de réconcilier ce pays-là. On a vu que les affrontements ont quand même causé des morts. Ça a rappelé des moments difficiles de cette jeune démocratie kenyane, comme en 2007 par exemple, où il y a eu également des victimes suite aux opérations électorales.
Et enfin, j'ai envie de dire que c'est l'Afrique tout entière et au fond le monde entier qui regarde le Kenya. Donc d'un point de vue diplomatique aussi, c'est intéressant ce qui se passe parce que cette date du 1er septembre, lorsque la Cour suprême a invalidé l'élection présidentielle, restera dans l'histoire comme un moment où les Kenyans, mais plus largement les Africains, ont manifesté le désir que plus jamais les élections ne se passent comme elles se passent. Donc nous sommes vraiment à un moment historique important où la responsabilité qui pèse sur les épaules des deux candidats ou ex-candidats à la présidentielle est très forte, avec des enjeux démocratiques, économiques, politiques, voire militaires. Et donc, ce qu'il faut espérer aujourd'hui, c'est qu'on sorte de cette confusion pour renouer avec les principes démocratiques les plus élémentaires. Alors, on va en reparler justement, mais toujours autour de la stratégie politique de Raila Odinga. Est-ce que là, il essaye, comme je le disais, de mettre en place un pouvoir parallèle? Malik. Je le pense sincèrement. J'ai déjà exprimé mon opposition à la stratégie d'ailleurs de M. Odinga, c'est-à-dire celui de ne pas aller de nouveau aux élections après la validation de l'élection présidentielle par la Cour suprême. Je pense qu'il fallait encore y aller et justement se présenter de nouveau aux électeurs et pourquoi pas proposer une alternance véritable et durable pour le Kenya. C'était une erreur stratégique pour Raila Odinga de refuser d'aller à cette nouvelle élection présidentielle du 26 octobre. À mon sens, c'était une erreur stratégique. Pourquoi? Parce que maintenant, le président Kenyatta a été renforcé. On avait vu, et je l'avais dit précédemment, le président Kenyatta va faire un score fleuve sans véritable opposant face à lui lors de cette élection présidentielle. On est arrivé à un score de 98%. Et donc, cette élection n'est plus contestable parce qu'on n'a même pas essayé justement d'accéder à cette fonction suprême et de permettre à l'opposition justement d'arriver aux responsabilités. Dès lors qu'on a ce retrait en politique là, je pense qu'on ne peut pas par la suite mener un autre combat, celui du pouvoir, d'un deuxième pouvoir finalement, parce qu'on demande une nouvelle assemblée, on demande un nouveau gouvernement, mais c'est un peu un État dans un État. Une nouvelle élection. À la limite, revendiquer une nouvelle élection, j'aurais bien compris. Mais procéder de la sorte, mettre en place des institutions. Alors, en vue d'organiser une troisième élection présidentielle. Oui, mais je ne pense pas que c'est pas la bonne manière de faire. Je ne pense pas que c'est en mettant une assemblée dite du peuple, un gouvernement. Non, c'est pas que ce soit la bonne, mais en tout cas, c'est la volonté du président. C'est ce qu'il veut faire. C'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas d'accord avec ça. Mais voilà, je pense que c'est rajouter de l'instabilité à l'instabilité actuelle du Kenya. Monsieur Bamare Krong, sur le plan purement stratégique, Raila Odinga a eu tort de ne pas aller à cette élection présidentielle. Est-ce que cela lui a enlevé de facto cette légitimité de contester la réélection du président sortant? Absolument, parce qu'organiser une élection coûte trop cher. Là, ils en ont à leur deuxième élection. Ils en auront aussi dans le cas où le peuple le demande une troisième élection qui risque d'être énorme. Le Kenya est un des fleurons du tourisme africain. Aujourd'hui, personne n'y met pied. Personne n'y met pied. Donc je pense que c'est une erreur monumentale qu'il soumet à son peuple. Il cherche impérativement à se faire valoir uniquement pour sa personne. Parce qu'aujourd'hui, je trouve très mal qu'il y ait une élection, c'est-à-dire la deuxième élection qui a été validée, et qu'on puisse demander la création de nouvelles institutions à côté des institutions officielles. Donc c'est pas bon. Je pense que c'est quand même une erreur. Alors, est-ce que, comme ce fut le cas en 2008-2013, on a vu tout au long de ces semaines que Raila Odinga est resté extrêmement flou sur ce qu'il voulait véritablement. Est-ce qu'il va contester, est-ce qu'il conteste officiellement la présidentielle? Est-ce qu'il va se présenter, oui ou non? Là aussi, c'est demeuré véritablement flou depuis le mois d'août. Est-ce que, on ne va pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, mais est-ce que Raila Odinga pourrait éventuellement former une alliance avec le président Uhuru Kenyatta, comme ce fut le cas en 2008-2013 lorsqu'il a été nommé Premier ministre par Mwai Kibaki? Mais je pense que l'idéal pour lui, c'est de pouvoir se renforcer au niveau parlementaire et d'être carrément élu en tant que président de l'Assemblée nationale. Et il sera une deuxième force au niveau du pays. Mais être le Premier ministre du président Kenyatta, je pense que c'est quand même refaire la même chose qui s'est passée. Ramayad. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, comme les absents ont toujours tort. L'élection s'est jouée
avec quasiment un candidat, qui a fait un score monstrueux. Et rappelons quand même, avec un taux de participation électorale très faible, encore plus faible que la première fois. Donc la troisième fois, s'il devait y avoir une troisième fois, ça sera encore plus faible. Et peut-être est-ce le but que poursuit Odinga dans l'objectif de délégitimer complètement le pouvoir de Kenyatta. Mais quand bien même, le Kenya ne peut pas rester sans tête. Le Kenya ne peut pas rester sans président. Donc là, on est dans une espèce de fuite en avant avec des propositions diverses et variées. Mais encore une fois, je n'en vois pas l'issue. Et ce que je perçois, au contraire, de manière certaine, c'est que cette incertitude a des conséquences très concrètes, qui vont d'ailleurs bien au-delà du tourisme. Hein. C'est une affaire... il faut quand même voir que le Kenya, c'est pas n'importe quel pays. C'est quand même un pays qui est la synthèse de toutes les Afriques, en ce sens que son histoire a épousé les soubresauts de l'histoire africaine, de la période des indépendances avec les massacres post-indépendance, enfin au moment même des indépendances, jusqu'aux ajustements structurels du FMI dont il a été le premier bénéficiaire et peut-être aussi sans doute la première victime, jusqu'à ce qui se passe actuellement. Le Kenya n'est pas n'importe quel pays et donc c'est pour ça que la responsabilité d'Odinga est très importante. C'est-à-dire que jusqu'à présent la pression était sur Kenyatta. Et désormais, elle est sur Odinga, sur le thème que faites-vous? Alors pour ce qui est d'Ourou Kenyatta, voilà, il a été élu avec, à partir d'un socle extrêmement étriqué. Donc on rappelle 39% de participation. Comment et on rappelle également que cette élection a été annulée dans 4 comtés, 4 bastions de l'opposition. Comment peut-il arriver à imposer sa présidence, à asseoir cette présidence compte tenu des conditions de son élection ? Quand bien même cette élection est validée par la Cour suprême. Alors, il peut être son père ou il peut être Daniel Arap Moi, c'est-à-dire où il est l'homme de la réconciliation nationale qui se débrouille pour organiser un consensus politique après ces morts, après ces violences, après cette crise démocratique profonde. Ou bien il est celui qui attise ces tensions-là parce que dans la stratégie de la tension, eh bien, il en rajoute. Et à ce moment-là, le Kenya, qui est un pays fragile au niveau de sa composition de ses groupes, peut le payer au prix fort. Donc c'est un homme qui est face à son destin finalement et sur qui repose une très grande responsabilité. Est-ce qu'il sera à la hauteur de l'histoire ? Ça, c'est à lui de le dire. Alors, une très grande responsabilité également, bien sûr, sur la Cour suprême Malik. Pourquoi cette élection serait finalement plus légale que l'autre, alors qu'elle a été menée par les mêmes personnes qui l'ont conduite lors du scrutin du 8 août ? Elle est légale parce que le poids de Kenyatta est quand même assez important pour qu'il puisse gagner facilement face à d'autres adversaires qui n'ont pas cette envergure-là. Puisque Odinga n'est plus là, cette élection était facilement gagnable et donc facilement à légitimer. Sans véritable opposition. Sans véritable opposition. Donc du coup, la légitimité de cette élection ne se pose presque plus quand on est dans cette configuration-là. Elle se poserait justement quand on a 2 poids lourds et une opposition qui est forte, qui pèse, et s'il y a de nombreuses irrégularités, comme vous l'avez mentionné précédemment. Mais je rejoins tout à fait Ramayad sur un point, c'est la stabilité du Kenya qui est en jeu. Nous sommes dans une région très instable, il ne faut pas l'oublier. Le Kenya a été victime d'attaques terroristes, notamment par les Shebab, notamment de cette partie est du Kenya. Donc c'est vrai que cette instabilité politique peut vraiment lui faire encore plus de mal. Jean-Maurice Bamare-Krong. Oui, moi je pense que c'est une erreur, que j'avais dit ça tout à l'heure. L'idéal pour lui, effectivement, c'est de ne pas attiser la situation actuelle. C'est de pouvoir essayer de calmer le jeu, parce qu'ils se sont déjà tous les deux, ils se sont présentés devant la Cour suprême, la Cour pénale internationale. Donc ils savent bien les conséquences derrière, s'il y a encore des morts comme c'est ce qui s'est passé dans les années précédentes. Donc le souhait, c'est qu'ils calment le jeu, qu'ils se disent, bon, mais je ne me suis pas présenté et que je puisse me présenter la prochaine fois, c'est tout. Mais il a quand même été déjà 3 fois candidat malheureux à l'élection. Je crois qu'il a 72 ans. Oui. Et surtout, j'ai envie de dire que moi je récuse et je me refuse d'aller dans le sens de certains observateurs qui
évoque les violences interethniques à partir d'une crise politique. Parce qu'on a déjà connu cette histoire avec le Kenya. Donc, il faut faire très, très attention à ce type d'analyse qui ne font que mettre de l'huile sur le feu. Alors oui, il y en a un qui incarne peut-être une majorité, l'autre qui est plutôt du côté du Luo. Ok, la plupart des présidents kenyans ont toujours été de cette majorité-là. Mais je crois que il ne faut pas se laisser aller dans des lectures ethniques qu'on réserve d'ailleurs toujours à l'Afrique, on ne sait pas pourquoi, alors que là, on a véritablement une crise politique, comme on en a connu dans des tas de pays dans le monde, avec un homme qui refuse les résultats des élections, des institutions qui sont contestées dans leur légitimité démocratique, et donc cela doit être traité comme tel, c'est-à-dire comme un problème politique. Est-ce qu'un troisième scrutin présidentiel est possible là pour le Kenya? Est-ce que la Cour suprême peut éventuellement invalider cette élection compte tenu des irrégularités? Non, la Cour suprême a déjà invalidé la première élection. Mais encore celle-ci. Elle a permis à ce qu'on puisse se présenter devant le peuple à nouveau. Cette fois-ci, c'est lui qui s'est refusé de pouvoir se présenter. Parce que la Cour suprême a donné... Alors peut-être déjà sur la base du fait que l'élection n'a pas pu se tenir dans 4 comtés quand même, oui, à l'ouest du pays. Il y a plusieurs pays où les élections ne se tiennent pas dans toutes les régions, mais on valide cette élection parce qu'on veut que le peuple, au moins, va qu'à d'autres occupations que de penser uniquement à des élections, parce que 3 fois, moi j'ai été président de la Commission nationale indépendante du Tchad au niveau de la France, et je sais quelles sont les conséquences, quels sont les poids, quelles sont les dépenses qu'on endure pour pouvoir organiser des élections. Là, en invalidant une 3e fois, ça veut dire qu'il faut impérativement effacer toutes les personnes qui sont là, que ce soit au niveau de la CENI, que ce soit au niveau des bureaux de vote. C'est impossible. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, il faut quand même qu'on dise quelque chose d'important. Vous parliez de l'observation électorale. Il y a eu une petite mascarade là au Kenya à propos de la délégation d'observateurs internationaux autour de l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry, qui était venu au Kenya et qui avait, quelques jours avant l'invalidation par la Cour suprême de l'élection, qui avait validé l'élection. La première élection, oui, effectivement. Et donc, on est habitué comme ça à voir se balader dans certains pays du monde des anciens ministres, anciens chefs d'État, anciens premiers ministres, qui viennent apporter leur... c'est quelque chose de symptomatique, leur tampon, après avoir vaguement regardé 1 ou 2 bureaux, et puis donner un... comment dire, valider les choses de manière minimaliste, et puis ils repartent. Or, qu'est-ce qui s'est passé s'agissant de John Kerry? Quelques jours après, la Cour suprême a invalidé l'élection et a donné les preuves. Bon, donc, ça aussi, il faut revoir ce genre de choses qui disqualifient la démocratie. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités pour la suite de l'Africa Newsroom.